vous en faites du chemin. Ça va, toi? Extra? Bon, très bien. Bien, bonjour à tous. Vous aurez observé que il est 19h01, ce qui fait que les gens qui prennent la mauvaise habitude de ne pas arriver à l'heure seront désormais ipso facto punis. Bien, je suis très heureux de vous accueillir. Je vous rappelle que vous êtes là dans le cadre des rencontres de la démocratie et que cette conférence, rencontre, dialogue, débat, enfin tout ce qu'on veut, et en même temps, avec quelques minutes, je crois, de décalage, retransmis sur Internet et sera disponible. Le compte-rendu en sera lui aussi mis à disposition de chacun des lecteurs intéressés quand Michel Cotta l'aura relu, ce qui fait que, je la rassure, elle est totalement libre de son expression. Je suis très heureux que Michel Cotta ait accepté de participer à cette rencontre sur un sujet qui est, à mon sens, central, pas facile mais central, qui est celui des modifications que la démocratie subit en fonction de l'évolution médiatique et notamment numérique. On vient tous de vivre la tragique comédie de l'UMP. Je ne sais pas si on en est sorti, mais en tout cas on vient de la vivre. Et c'est évident que ça n'aurait pas pu prendre cette dimension, ni même suivre cette dramaturgie, s'il n'y avait pas eu les médias en continu et s'il n'y avait pas eu Internet. Il y a une sur-réactivité. J'imagine que Michel abordera. Je ne vais pas en dire plus parce que tout ceci touche à la question de la fiabilité qui, pour moi, la confiance, est la question centrale de la démocratie. On va y revenir dans le débat. Jean-Pierre Rioux et moi et quelques autres qui ont préparé cette rencontre sommes très heureux de votre présence et que Michel Cotta ait accepté de participer à cette rencontre. Je vais le faire très bref parce que tout le monde connaît Michel Cotta, son expérience et sa force dans le monde du journalisme français. En deux mots, Michel Cotta, c'est quelqu'un qui vient de Nice. Son père était maire de Nice à la Libération. C'est quelqu'un qui s'est engagé très tôt dans le journalisme. Après Sciences Po, elle est docteure en sciences politiques. Elle est elle a été l'élève de René Raymond, qui est d'une certaine manière notre maître à tous. Puis elle s'est engagée dans le journalisme, dans un grand journal de l'époque qui s'appelait, il y a beaucoup de jeunes ici, qui s'appelait Combat. Et puis elle est passée à l'Express sous l'autorité affectueuse et stimulante de Françoise Giraud. Je n'ai pas oublié ce qu'elle a dit lorsque Françoise Giraud a disparu. On était très peu d'hommes politiques aux obsèques de Françoise Giraud, parce qu'il y avait un grand raout à Versailles. J'étais là, Philippe Séguin était là, Jean-Jacques Malade était là. Et je n'ai pas oublié ce moment et cette rencontre. Et puis, elle a plus tard travaillé au Point. Et puis, en 1981, elle a été nommée présidente de Radio France. Et puis, quelques années encore après, elle a été nommée à la tête de la Haute Autorité, le CSA de l'époque, de la Haute Autorité de l'audiovisuel. Et je parlais avec elle l'autre jour, elle m'a dit, de toute façon, on ne pouvait pas dire non, parce qu'on recevait un coup de fil de Mitterrand, et c'était... Non ? Tu raconteras. Enfin bref, si je dis des bêtises, tu me corriges. Elle a été une présidente de la Haute Autorité qui a résisté à bien des pressions politiques. Et de cela, nous lui savons gré. Après quoi, tu as été à TF1, directeur de l'information, à France 2, directrice générale. Bref, tu as
quelque chose comme ça. Michel Cotta a occupé, je parle sans note, excusez-moi, me fiant à ma mémoire, Michel Cotta a occupé toutes les responsabilités qui, dans le monde de l'audiovisuel français, en relation avec la politique, permettent de juger des rapports entre médias et démocratie. J'ajoute qu'elle a, comme vous le savez, arbitré les grands débats de l'élection présidentielle dans au moins 2 occasions, si ma mémoire est fidèle. Et donc, c'est quelqu'un qui est qualifié au-delà du possible pour aborder ce sujet. Je veux ajouter qu'elle est probablement une des personnes que j'ai rencontrées qui aime profondément la politique, qui regarde avec un regard critique au sens étymologique du terme. Les responsables politiques, et notamment les hommes politiques, elle a sur eux un regard absolument aiguisé. Et donc, il y a une très belle histoire de Saint-Ex dans Terre des Hommes, je crois, où Saint-Ex atterrit quelque part dans les hauts plateaux d'Amérique du Sud. Il tombe sur une maison absolument merveilleuse, délabrée. Et il y a dans cette maison 2 jeunes filles. Et il se souvient alors que dans son enfance, ses sœurs, elles distribuaient des notes aux jeunes hommes qui venaient à la table de famille. Et il dit, on entendait soudain dans le silence retentir un 11 dont personne, sauf mes sœurs et moi, ne goûtait le charme. Et il ajoute, alors il voulait laisser, il ajoute pour éviter le 11. Bassement pourtant, et par peur du 11, je leur tendais le pain, je leur passais le sel, mais je retrouvais, en levant les yeux, leur douce gravité de juge que l'on n'achète pas. Eh bien, quand je pense au rapport entre Michel Cotta et les hommes politiques, je pense ainsi à cette douce gravité de juge que l'on n'achète pas. Merci de l'accueillir. Merci de cette gentille présentation, mais je retiens la citation de Saint-Ex, parce que je trouve ça effectivement formidable, et je te remercie de m'en faire profiter en quelque sorte. Voilà, d'abord je suis très contente de venir avec vous, très contente d'avoir répondu à l'invitation de François. Et puis on se disait aussi que dans une vie précédente, nous nous sommes rencontrés avec vous à la Bibliothèque nationale, où nous avons passé à peu près 2 ans sans nous dire bonjour parce qu'on n'était pas présentés, mais on a travaillé ensemble à une thèse différente. Et voilà, ça crée des liens. Alors, je suis un peu... D'abord, c'est un sujet que je trouve absolument passionnant. François Bayrou a raison de le dire. Je trouve que ça modifie profondément la vie politique. En tout cas, c'est la première grande modification de consommation de la politique, d'analyse de la politique que je vois depuis... Oui, que je vois depuis... voilà. Alors, là... À la cabine, tu peux monter aussi. Non, mais ça va, là. J'ai rapproché le micro. Bon, ça va pour tout le monde ? Alors, je trouve qu'on est à un moment qui est, dans toute ma vie de journaliste, c'est sûrement le vrai tournant, et un vrai tournant, sur lequel je n'ai pas d'idée préconçue, et surtout, je n'ai pas de certitude absolue. Et donc, je trouve que c'est bien que je vous fasse part de mes interrogations, et que d'une certaine façon vous me répondiez, ou que ça aide à la réflexion. Je n'ai pas de dogmatisme, pas plus sur la démocratie, à la rigueur. Oui, je suis assez démocratique, mais sur les études et les interrogations, je ne suis pas dogmatique. Et d'ailleurs, le sujet que j'ai été obligeamment appelé à traiter, c'est
numérique et démocratie, mais j'ai peut-être ajouté numérique, médias et démocratie. Et c'est simple, c'est parce que les médias font partie de la démocratie. Alors évidemment, j'ai l'impression d'enfoncer des portes ouvertes quand je dis que la multiplication des infos, le gisement permanent d'informations sur Internet est quelque chose, pas seulement de nouveau, mais dont on sent que c'est à la fois le meilleur et peut-être le moins bon. Alors chacun, effectivement, peut désormais s'exprimer librement et publiquement. Bon, les blogs, les clubs de discussion, les réseaux sociaux et tout ça, je suppose que vous connaissez tout. Et d'ailleurs, chaque parti maintenant a son propre site, et c'est tant mieux. Alors de ce maelstrom, au fond, de phrases, petites s'il s'agit de Twitter, ou plus larges s'il s'agit de blogs, on voit naître une sorte de discours spontané, qui est peu organisé, peu structuré, et même souvent pas du tout, et dont pourtant on ne peut pas ne pas tenir compte. Les hommes politiques ne peuvent pas ne pas en tenir compte, et au fond, la presse aussi. Alors c'est effectivement, et c'est en cela où on ne peut pas voir les choses en noir et blanc, c'est un nouvel espace de liberté. Et c'est un espace qui bouleverse les rapports sociaux et qui permet de s'interroger sur la nécessité intérieure, intime, qu'ont les gens, sans doute de participer, mais aussi de s'exprimer par tous les moyens, comme si depuis des années, ils avaient laissé la presse s'exprimer, les hommes politiques s'exprimer, et comme si d'un seul coup, ils avaient besoin de s'exprimer eux-mêmes. Alors, toutes choses étant égales, j'avais réfléchi pas mal là-dessus sur ce qu'on appelait la télé-réalité. Et au fond, j'avais compris, et c'est au fond un phénomène un peu de cette nature. Pendant des années, la télévision avait, les patrons de la télévision d'en haut avaient imposé leur programme, imposé leur format, imposé leur manière de concevoir la télévision. Et puis d'un seul coup, c'est comme si les gens s'étaient dit, et nous, pourquoi on n'en fait pas la télévision? Pourquoi il y a des vedettes qui sont censées nous représenter? Pourquoi on ne se représenterait pas nous-mêmes? Et ça a donné la forme de télévision que je trouve quand même la plus discutable, qui est la télé-réalité. Donc il y a un réflexe de la même nature qui est l'ensemble des Français, l'ensemble des gens, le monde entier en quelque sorte dit, et pourquoi moi j'aurais pas le droit de m'exprimer? Moi je suis toujours fascinée quand je vois mes enfants avoir des amis à l'autre bout du monde qui ne me connaissent pas, et je leur dis, mais qu'est-ce que c'est que des amis dans ces conditions? Eh ben, c'est des amis, voilà, c'est des amis virtuels en quelque sorte. Mais si vous voulez, j'aimerais bien essayer d'orienter cette réflexion dans deux sens. D'abord, le numérique et la presse, et ensuite le numérique et la politique. Alors, la conséquence sur les médias, c'est d'abord une explosion des médias. La multiplication des télévisions par câble, on avait déjà connu ça, y compris depuis peu les télévisions d'information continue. Mais le numérique terrestre et le numérique tout court y ajoutent une dimension. C'est-à-dire que maintenant, enfin souvent, le câble restait justement dédié à ceux qui se déclaraient amateurs d'information continue et qui optaient et qui achetaient l'information continue. Là, le numérique terrestre fait que tout le monde a accès à l'information continue, et que déjà, ça a été un premier changement par rapport au câble. Il s'agit donc d'une nouvelle compétition au sein des médias entre des sites Internet, d'information, Rue 89, Mediapart, pour ne pas essayer, et puis les journaux classiques, les journaux écrits classiques. Alors, Rue 89 et Mediapart ne peuvent exister que si elles sont plus rapides, si elles revendiquent une nouvelle liberté, y compris celle de dire de fausses informations, ou des informations qui se révèlent fausses par hasard, mais par la suite,
Donc il y a une vraie, de la part de ces nouveaux médias écrits, une stratégie forcément des scoops. Au fond, qu'est-ce qu'on veut si on regarde Mediapart? On cherche effectivement si Cahuzac a ou non un compte en Suisse, ou s'il l'a eu, ou s'il l'a eu il y a 20 ans, ou s'il l'aura dans 20 ans. Donc c'est une stratégie des scoops qui est obligatoire. Et puis une stratégie des documents arrachés, en quelque sorte. Des documents arrachés aux avocats, arrachés aux juges, arrachés aux hommes politiques. Il y a toujours eu évidemment cette volonté de temps en temps d'avoir des documents secrets ou réservés. Je me rappelle un journaliste du Monde qui avait comme principe de ce qu'il arrivait dans un bureau de ministre, de poser ses notes sur les notes du ministre et puis après de repartir avec les documents. Je ne dirai pas son nom, mais c'est un journaliste du Monde. Donc ça a toujours un peu existé, mais au moins quand le journaliste du Monde faisait ça, après il se donnait le temps de voir ce qu'il publiait pas, ce qui était utile à publier, ce qui était un scoop, ce qui n'était pas un scoop, voilà. Or là maintenant aujourd'hui, c'est vrai que du côté des journaux par Internet, cette compétition est absolue. Et à cela s'ajoute la compétitivité donc entre ces nouveaux médias et les innombrables blogs, réflexions qui émanent de tout le monde. Vous voyez, c'est comme s'il y avait 3 niveaux. Il y a le niveau de la presse classique, écrite ou télévisée, et puis au-dessus, il y a le niveau des journaux par Internet qui se permettent plus de rapidité et qui ont plus de rapidité, et encore plus rapide, tout ce qui est échange des réseaux sociaux, échange par tweet, échange par SMS. Et c'est donc une information qui est maintenant délivrée à toute allure, sans jamais le recul de la réflexion, ou sans souvent le recul de la réflexion. Et moi, j'étais très étonnée pendant la dernière campagne électorale présidentielle. J'étais moi-même sur une antenne, à côté d'un député qui commentait, hein, et je voyais, pendant qu'il était je voyais sa tablette, et sur la tablette, il y avait les commentaires immédiats de Jean-Michel Apathy, de tous les journalistes qui, minute après minute, commentaient l'information. C'est-à-dire alors, c'est formidable parce que quand même le métier de journaliste, c'est d'avoir un recul et d'intégrer un certain nombre d'informations et puis de les restituer aussi largement et aussi franchement qu'on le peut. Mais quand on voit même des journalistes aguerris, c'est pas une critique, hein, quand on voit même des journalistes aguerris se priver de ce recul et au contraire accentuer l'instantanéité de leur réaction, c'est quelque chose qui m'a beaucoup surpris. Et pendant ce temps-là, d'ailleurs, l'ensemble des blogueurs en direct continuaient à discuter, à analyser sur la tablette de mon voisin l'instantanéité. Et ça m'avait beaucoup, pas choqué, interrogé, parce que c'est donc une information délivrée à toute allure. Et qu'est-ce qu'une information délivrée à toute allure? C'est une information qui, par nature, fait une grande place à l'émotion, laisse l'émotion dominer la réflexion. Ça, je me demande souvent si c'est un des aspects les plus importants, c'est-à-dire que tout se juge maintenant sur une émotion, un réflexe, une sensibilité. Et jamais en replaçant, enfin, ou jamais, en tout cas en ce qui concerne un certain nombre de blogueurs, jamais replacé dans un contexte. Alors, mais plus généralement, pour reprendre le mot de Pierre Aski, qui dirige un des dirigeants de Rue 89, c'est vrai que la place du lecteur a changé. Il est dans la boucle de l'information, c'est ce que dit Pierre Aski, et c'est vrai. Et la place du lecteur, des plus extérieurs, elle est dans la boucle de l'information, c'est-à-dire qu'il participe au débat et qu'il participe en temps réel. Alors, j'ai pris par exemple l'exemple tout à l'heure, j'ai voulu regarder une interview de Dominique Volton aux Échos que j'avais beaucoup aimé. Dominique Volton est un sociologue, expert des médias, qui réfléchit beaucoup et en tout cas dont c'est le métier. Et alors, il a fait un papier vraiment formidable c'est les Échos ou la Tribune, bon, peu importe, hein, c'est les Échos ou la Tribune, je ne vois pas,
En tout cas, l'article fait 3 feuillets. Et quand j'ai appuyé pour avoir l'article pour le pouvoir, il y a derrière 36 feuillets, et d'ailleurs ça n'est pas fini, de réactions des gens et de commentaires, c'est-à-dire de gens absolument inconnus, qui sont très intéressés par ça, qui disent des choses intéressantes. Mais ça veut dire que maintenant vous n'avez plus un papier, un article, qui n'entraîne pas une flopée de commentaires qui vont dans un sens qu'on ignore généralement. Mais en attendant, très ouvert, c'est que là, quand on voit les volumes maintenant des commentaires, on s'aperçoit que les commentaires sont presque plus importants que l'article. Alors, la culture du numérique permet donc, et c'est pas forcément mauvais, mais permet au lecteur d'aller au-delà de son statut et d'être partie prenante du débat sur l'actualité. Alors, quand je dis que c'est pas forcément mauvais, c'est bien même que les gens se sentent concernés. C'est bien qu'ils pensent que lorsqu'ils lisent quelque chose, ils ont droit à la réaction et qu'ils ont droit. Bon, mais évidemment, c'est une attitude qui bouleverse de fond en comble le phénomène de la presse tel que nous l'avons connu. Au fond, le journaliste, très longtemps, a été comme le juge d'ailleurs, absolument sans sanction. On pouvait écrire ce qu'on veut, de temps en temps, si on porte atteinte à une image d'un homme politique ou à la défense nationale, oui, on peut être, la loi peut vous mettre en question, mais au fond, les journalistes ne sont jamais remis en cause par personne, et ils vivent comme ça depuis des années. Même les hommes politiques sont finalement... On imagine d'ailleurs ce que les hommes politiques pensent lorsqu'ils répondent à certaines questions des journalistes, du genre « et toi alors ? Et combien tu gagnes ?» et bon, hein, on imagine, mais enfin ça ne se fait pas. Et là, ça se fait. Donc de toute façon, ça bouleverse la presse. Et la place du journalisme, elle reste sans doute fondamentale, mais elle est bien en cause dans tout ça. Elle reste fondamentale parce qu'il lui revient de hiérarchiser l'actualité et de hiérarchiser ce qui est important et ce qui ne l'est pas. Mais son rôle est contesté par l'ensemble des utilisateurs du numérique qui jugent avoir autant de compétences, et parfois c'est vrai, autant de compétences, et donc peut-être plus, pour établir cette hiérarchie. Enfin, je crois que Dominique Volton a raison de mettre le doigt sur ce qui est tout de même plus inquiétant. Je vous le cite... parce que je trouve que c'est ce qu'il y avait de plus synthétique sur le problème. La folie de la vitesse qui a gagné le fonctionnement des médias ne peut pas à ce point déstabiliser la politique. Nicolas Sarkozy voulait en quelque sorte une politique à la vitesse des médias. C'est impossible et dangereux. D'autant que cette obsession de la vitesse et de l'hyper-médiatisation est moins un idéal que le résultat d'une concurrence farouche qui ne dit pas son nom, entre les médias classiques et les nouveaux supports, Internet, réseaux sociaux, Twitter. Cette course contre la montre n'a pas grand-chose à voir avec l'idéal de l'information, au moins au nom de laquelle elle est faite. Et c'est vraiment... je retrouve absolument ce que je pense dans cette page, avec à la fois les mirages et l'attirance. On a toujours voulu faire des scoops, nous les journalistes, mais pas à n'importe quel prix. Je comprends l'attirance pour les scoops, je me pose la question d'une attirance pour cette vitesse imaginable. Donc là encore, le meilleur et le pire. Le meilleur, j'ai dit, l'implication du lecteur dans sa lecture. Le pire, c'est la non-hiérarchisation de l'information, l'amplification des émotions, le non-respect des compétences, et surtout le refus de l'expertise derrière le « moi-je ». Moi, je suis aussi expert que les autres. Alors, quel rapport avec la démocratie ? Dans la mesure où le pluralisme de la presse, on reviendra après sur les rapports avec la politique, mais sur la presse, quel rapport avec la démocratie de la presse ? Dans la mesure où le pluralisme de la presse est un élément essentiel de la démocratie, où il est garant de la démocratie, on pourrait dire que la démocratie y gagne, puisque le pluralisme est par définition plus grand depuis la naissance d'Internet. Mais revers de la médaille, si personne n'écoute les arguments de l'autre, si chacun s'engage de manière parallèle dans sa démonstration, si chacun croit que sa vérité est plus importante que celle de l'autre, si les lecteurs pensent que la presse ne reflète
qu'une opinion minoritaire, ou que l'opinion des patrons, ou que l'opinion des grands patrons, comme le disent certains, ou que l'opinion des syndicats, comme le disent d'autres, alors s'ils pensent que la presse est minoritaire, ça veut dire que son influence est remise en question et que son pluralisme ne sert finalement plus à grand-chose. Quant à la presse, donc, elle risque finalement la contagion d'un système où la liberté est sans limite. Liberté au nom de quoi? La pipolisation, le parler de soi, l'impudeur presque dans le narcissisme, l'autocongratulation ou au contraire la flagellation systématique des autres devient un idéal. Alors bon, je pense que j'ai assez parlé de la presse, mais deuxième volet peut-être de la réflexion qu'on peut avoir, je ne sais pas si je suis trop long ou trop... deuxième volet de la réflexion qu'on peut avoir, surtout au lieu où nous sommes, hein, c'est-à-dire au siège d'un parti politique. Alors là encore, on retrouve le meilleur et le pire. Alors le meilleur, le gisement d'informations sur Internet, et il a donc la possibilité de s'exprimer librement et publiquement. Cela donne à coup sûr un nouvel espace à l'espace démocratique. Mais le problème est que l'expression de cette souveraineté populaire, en quelque sorte, met en cause, ou plus exactement, dépasse les cadres de la démocratie qui a longtemps été la nôtre et qui est toujours la nôtre, qui s'appelle la démocratie représentative. Alors, de quoi serait-elle représentative à partir du moment où chacun la met en cause? Elle est à la base de notre démocratie, cette démocratie représentative, et c'est elle, aujourd'hui, qui est menacée. Depuis les débuts de la politique, dans les démocraties les plus avancées, les choses publiques, les décisions politiques sont partagées entre l'État, c'est-à-dire l'exécutif et le législatif, plus largement les lieux de décision, les experts et les syndicats, grosso modo. Et l'irruption des blogs, des médias numériques crée une sorte de génération spontanée de nouveaux acteurs de la vie politique. Cela pose évidemment le problème des fameux corps intermédiaires. On voit bien le problème. Alors celui des corps intermédiaires, pas de différence entre les corps intermédiaires et l'ensemble des Français, autant de savoir, autant le partage de l'information. Et au fond, on pourrait dire que par rapport aux corps intermédiaires, naît ce qu'on peut appeler les corps élémentaires. Chacun de nous est un corps élémentaire par rapport aux corps intermédiaires. Je trouve ça de nature à changer beaucoup les relations qu'on peut avoir avec ces fameux corps intermédiaires, d'ailleurs difficiles à définir et où qu'ils soient. Alors ça change également l'ensemble des rapports sociaux et politiques, parce qu'il n'est plus important pour ceux qui ont cette technique et ce savoir, il est plus important de déléguer aux responsabilités politiques les facultés d'élaborer les politiques, puisque franchement, dans des clubs de réflexion qui ne passent pas par la case des partis politiques, dans des ONG qui ne passent pas par la case du gouvernement, on se retrouve habilité et incité à faire un certain nombre de propositions, c'est-à-dire que les partis politiques n'ont plus le monopole des propositions. Les conséquences sur la vie des partis, il me semble, sont évidentes. La démocratie représentative telle qu'elle fonctionne sera vite insuffisante. Je ne dis pas qu'elle doive l'être, mais elle le sera vite. Comment organiser ce relais entre la consultation permanente, l'intervention immédiate et la désignation d'élus après des consultations électives traditionnelles? Alors certains, dans ceux qui étudient, certains des sociologues de ces médias, inventent même qu'on puisse avoir un parlement virtuel. Et ils fixent des espèces de conditions à ce parlement virtuel qui n'aurait pas le droit de critique, mais qui aurait simplement le monopole des propositions, si tant est que 200 personnes se retrouvent sur une proposition commune. Mais vous voyez à quel point ça menace l'existence même des partis politiques. Et enfin, le pouvoir politique et sans sanction permanente, et sous sanction permanente, pardon, la pression immédiate de cette communauté de blogueurs invétérés s'applique tous les jours, à tous les instants,
sur les partis politiques et au-delà sur les hommes politiques, sur leurs idées. Et on peut quand même se poser la question, est-ce que c'est le comble de la démocratie ou est-ce que c'est le contraire de la démocratie? Et ça, franchement, c'est la question sur laquelle je suis assez incapable d'avoir une idée construite complètement. Par certains côtés, je trouve que plus nombreux sont les gens qui s'intéressent à la politique et mieux c'est. Et par certains autres côtés, je me dis qu'à un moment donné, une démocratie, son rôle est quand même de diriger un pays. Et à partir du moment où elle est sous un feu constant de critiques contradictoires, qui n'ont pas pour but d'organiser le pouvoir politique, mais au contraire de le désorganiser, je me pose vraiment des questions sur quel est le type de pouvoir politique qui résiste à tout ça. Et on voit bien que l'accélération de la vie politique démontre que lorsque la vie politique est très rapide, et moi je comprends assez bien le désir qu'avait Nicolas Sarkozy d'aller vite, d'occuper le terrain, en se disant si je ne l'occupe pas, alors qui l'occupera? Mais en revanche, on voit bien que la tentation inverse du président actuel, pour pas entrer dans la politique, qui est, je peux pas m'exprimer sur tout, je vais pas dire les caps, parce que d'abord les caps changent, et il faut pas que je parle tout le temps, sinon je vais me contredire. Il vaut mieux se répéter que se contredire, certes, mais bon, et on voit bien comment cette volonté de ralentir l'action politique est en fait quelque chose qui accélère la réaction à ce qu'on appelle une inactivité. Donc je trouve qu'on est vraiment dans le nœud du problème. Et pour vous dire ma conviction, je ne sais pas comment une démocratie résiste au tir à boulet rouge de tout le monde, tout le temps. Voilà, c'est sur cette interrogation assez pessimiste, je dois dire, que je m'arrête. Alors, Jean-Pierre Rioux va dire un mot dès l'instant que j'aurai branché nos affaires, là. Non, j'ai dû... Il paraît qu'il faut que ça chauffe. Voilà. Oui, ça marche. Non, deux mots vraiment. Sur le fond de la question, il faut voir que tout ce que les médias nous entraînent dans ce cycle, dans cette instantanéité, dans désormais cette prise en charge par l'individu, parce que c'est ça qu'il y a au fond. Hein. Il y a une espèce de... Vous avez dit le corps élémentaire dans tout ça. Il faut dire que ça participe, et pour ma part, c'est quelque chose qui m'obsède depuis bien longtemps, et au titre de mon métier d'historien. Nous vivons aujourd'hui dans des sociétés qui sont en crise profonde de la temporalité, à tous les étages, si je puis dire, et pas seulement au niveau de l'information. Voyez ce que sont les décalages actuels entre, je dirais, les temps sociaux et les temps de vie et les âges de la vie et les temps personnels de la vie quotidienne. Hein. Cette espèce de fébrilité constante parce que le temps nous échappe toujours, pour mille raisons. Alors, dans des sociétés qui ont rompu le fil du temps, ou qui sont en train de rompre le fil du temps, c'est-à-dire une scansion passé, présent, avenir, hein, et qui donc, nous les historiens, nous analysons ça, soit élégamment en disant, oui, c'est des sociétés qui sont en train de chercher un nouveau régime d'historicité, tu parles, mais c'est des sociétés qui, effectivement, sont en proie à ce que, alors là, on sait appeler le présentisme, finalement. Hein, c'est une espèce de présent éternel, multiforme, répétitif et instantané constamment, et les médias ne font qu'accélérer les choses. Alors c'est l'idée que, au fond, le temps n'est plus à la verticale, si je puis dire. Et dans ce que nous disait Michel Cotta, il y a toujours ça, l'idée que c'est un temps qui n'a plus, dans lequel on n'a plus confiance finalement. C'est un temps sans autorité ni compétence, finalement. Et du coup, on est dans un temps à l'horizontale, n'est-ce pas? À l'horizontale, maîtrisé, et très mal maîtrisé par les seuls, je dirais, les seuls corps élémentaires. Bon. Alors, ça c'est une première remarque. Donc le problème est plus grave à la limite que la démocratie. C'est nos vies de tous les jours et celle de nos enfants dans tout cela. Alors en termes, je dirais, démocratiques,
Oui, alors ça a une conséquence gravissime, et que Michel Cotta a très bien dite, c'est que nous sommes en train de nous éloigner, et on habille ça comme l'on veut. On peut appeler ça démocratie de proximité, on peut appeler ça à proximité de l'individu et du lieu où il vit, ou participatif. Bon. On est en train sans doute de perdre probablement ce qui est un des ressorts de fond de la démocratie depuis qu'il y a des agoras finalement. La démocratie, quel que soit le qualificatif qu'on y ajoute, elle est toujours délibérative. Et les délibératives, c'est des gens qui s'assemblent pour délibérer de quelque chose. Et pour qu'il y ait une délibération, et le mot est exceptionnel, extraordinaire, n'est-ce pas, quand on vient d'entendre Michel Cotta, pour une délibération, il faut qu'il y ait un ordre du jour. Ordre du jour, voilà. Et il faut qu'il y ait relative instruction, n'est-ce pas, du propos. Il faut qu'il y ait auparavant, voilà. Et qu'il y ait une instruction, hein, un dossier, une préparation, enfin que c'est. Donc, c'est à la fois dans ce contexte je dirais de la temporalité rompue, ou en voie d'être rompue, et dans celui de la crise profonde de la démocratie de délibération, qui dépasse démocratie représentative, de proximité ou participative. Donc, c'est comment on instruit. Et alors donc ça nous entraîne à poser à Michel Cotta 1000 autres questions que vous allez faire mieux que moi. Et du coup, ça ruine. Et vous n'avez pas souvent prononcé le mot, Michel, c'est qu'est-ce que c'est que l'information dans une démocratie maintenant? Voilà. Qu'est-ce que c'est que l'information, hein, dès lors qu'on accepte que l'horizontal et qu'on ne tolère plus le vertical, hein, est dicté. Voilà. Merci Jean-Pierre. Alors, je vous propose que nous ayons devant nous 35 minutes de dialogue. La règle, vous savez ici, c'est 30 minutes intervention, Michel a été impeccable, et 30 minutes de dialogue, on va l'étendre un peu parce que c'est bien que nous ayons apporté, et c'est un sujet qui est assez profond et délicat à analyser. Donc maintenant, si vous voulez bien, je vous propose qu'on donne la parole à la salle pour 3 questions, mettons, et puis Michel répondra, et puis vous en aurez à nouveau 3, puis Michel répondra, et on verra à peu près où on se trouve dans le temps. Je dirai un petit mot à la fin, et ainsi nous aurons respecté le contrat, l'engagement, qui est lui aussi à la base de la démocratie. Vous avez la parole, alors tout le monde a le... je vais essayer, comme c'est notre habitude, d'alterner les voix féminines et masculines. Et on commencera par féminine. Oui, bonjour. J'étais journaliste d'agence à l'agence Reuters pendant presque 10 ans. Et nous avions comme déontologie à l'agence Reuters aussi grave et important qu'il soit, un scoop ne pouvait pas être envoyé sur le fil si on n'avait pas 1 ou 2 confirmations. Et je me souviens d'un épisode où il y a toutes les agences de presse, à l'époque où il y avait plusieurs agences de presse, car maintenant il n'y en a plus que 2, a donné la mort d'un dirigeant soviétique, je ne sais plus, c'était le ministre de la Défense ou quelque chose comme ça, et de Moscou, on nous téléphonait en disant « Mais qu'est-ce que vous faites? Pourquoi vous ne nous donnez pas l'information ?» Nous n'avions pas la confirmation. Et pourtant, on se battait à la minute près avec UPI, avec AFP, etc. Donc, cette urgence dans l'information a existé et existe probablement toujours. Mais ce qui a changé, j'ai l'impression, c'est la déontologie, puisque chez Mediapart ou les autres médias dont vous avez parlé, il y a derrière des journalistes, et si leur déontologie leur interdisait de mettre sur le fil ou sur le site des informations dont ils ont juste entendu parler par hasard, ça ne donnerait pas la même impression d'un espèce de course
au scoop, à l'échalote, j'allais dire, qui désoriente complètement le public. Donc, est-ce que c'est vraiment l'Internet, le média, qui est à la base et la cause de tout cela, ou est-ce que c'est tout simplement un changement de mentalité et un oubli de déontologie et un renoncement de la déontologie qui est beaucoup plus grave, à mon avis? Merci beaucoup. Masculin. Tu essaies de varier dans la salle. Merci. Alors en fait, moi, ce serait une question en 2 points. Tout à l'heure, on a parlé justement de la relation entre les hommes politiques et les journalistes. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le fait de bien souvent, lorsqu'on découvre une information capitale sur un homme politique, entendre des journalistes sur les plateaux télé répéter que c'est un secret de polichinelle et que vous êtes au courant de ces informations depuis bien longtemps et que vous ne l'avez pas spécialement partagé avec le public, n'a pas créé justement une impression de complicité entre les hommes politiques et les journalistes? Et concernant le mot que vous avez utilisé tout à l'heure pour l'affectif, on a, à mon sens, bien souvent l'impression qu'on est gouverné par l'affectif. Bien souvent, les lois sont passées suite à un événement précis, même lorsque ça n'a plus de sens. Et on est capable de passer, pour un exemple bête, on est capable de passer une loi sur les molosses en ayant l'impression qu'un pitbull a attaqué un enfant, même lorsque c'est un épagnol, simplement parce qu'on est dans la réaction immédiate. Enfin, les épagnols, c'est rare. C'est malheureusement arrivé. C'est malheureusement arrivé, mais voilà. On a l'impression d'être gouverné par l'affectif et on a l'impression qu'il y a une connivence entre la classe politique et les journalistes. Merci beaucoup. Féminin. Féminine, la voix. Par rapport en fait aux journalistes aujourd'hui qui sont de plus en plus étiquetés de gauche ou de droite et qui se revendiquent d'ailleurs de cette étiquette, notamment on pense à l'émission sur BFM TV, direct de gauche, direct de droite, et à tel point aussi que certains, notamment dans la droite forte, que je ne partage pas évidemment au passage, revendiquent qu'il y ait des quotas de journalistes de droite et de gauche. Des quotas. Voilà, entre guillemets. Voilà. Là encore. Et c'était pour savoir, est-ce que vous pensez en fait que c'est une évolution positive dans le sens d'une plus grande transparence vis-à-vis de l'opinion politique, ou alors est-ce qu'au contraire c'est plutôt en fait un travers de l'évolution actuelle des médias? Tu veux répondre aux 3 ou tu en veux 3 de plus avant de répondre? Tu réponds. C'est déjà compliqué. Alors, c'est vrai que pendant très longtemps, pour répondre à vous, madame, qui était correspondante d'une agence de presse, c'est vrai que pendant très longtemps, les journalistes seuls avaient accès aux dépêches, ça s'appelait des dépêches à l'époque. Il y avait un jeune stagiaire, généralement, qui nous amenait des bouts de papier à toute allure. Mais personne n'avait accès à ça, personne d'autre que les journalistes. Mais ce qui a effectivement changé, c'est que maintenant, n'importe quelle nouvelle passe immédiatement. Je me demande d'ailleurs comment j'ai fait il y a 2 ans avec Colombani, on a fait un rapport sur l'AFP, dont on concluait qu'on ne savait pas comment ça pouvait durer longtemps, étant donné que les dépêches n'existent plus, qu'elles sont partout, avant même d'être connues des journalistes. Enfin bon, c'est un autre sujet. Alors, bien sûr, il y avait une déontologie, et il y a une déontologie qui reste celle de l'AFP aujourd'hui, qui est ne pas larguer une nouvelle sur les fils avant qu'elle ait été... mais justement, avant qu'elle ait été confirmée. Mais justement, les médias Internet ne peuvent exister que s'ils vont plus vite, sinon ils sont sur le même... C'est ça le fond de la course. C'est qu'ils ne veulent pas en rester justement à la vérification, parce que ça ralentit. Si vous voulez être avant les agences de presse, il faut publier quelque chose sans le vérifier. Alors, c'est consubstantiel au phénomène de Internet, ça, ce que vous dites. C'est pas un changement de déontologie. C'est parce que les déontologies de l'AFP n'a pas changé, la déontologie du Monde, en gros, n'a pas changé. C'est la technique même qui est devenue, en quelque sorte, le fondateur de cette dynamique et de cette vitesse nécessaire. C'est pour ça que je trouve que c'est beaucoup plus grave que la déontologie.
Alors, la deuxième question sur le rapport entre les hommes politiques et les journalistes. Alors, ça, vous posez une question, je veux dire, vous n'êtes pas le premier à me la poser. Hein, alors, bon, moi je connais bien François Bayrou. Il m'arrive d'avoir une connivence avec lui. Mais la connivence ne m'empêche pas du tout d'écrire ce que je pense. J'ai vu des tas de gens dans ma vie qui me disaient des choses. C'est pas parce que quand vous êtes journaliste sportif, vous allez interviewer Anelka où on vous taxe pas de connivence parce que bien sûr vous allez prendre vos informations à la source. C'est le contraire qui sera embêtant. C'est justement de les prendre sur le fil d'Internet. Donc il n'y a pas de connivence. Il n'y a que pour les hommes politiques ou pour les femmes politiques qu'on pose ce genre de questions. Oui, on va à la source. Quand il y a quelque chose, il m'est arrivé d'appeler François Bayrou en disant pendant l'élection, et alors, qu'est-ce que vous faites est-ce que vous n'êtes pas allé trop loin? J'ai peur pour vous, je me rappelle. Même. Bon. Et c'est normal, mais est-ce que c'est je pense que c'est pas une connivence à partir du moment où on reste libre, et c'est la moindre des choses, de son écriture. Alors, ce que vous me posez est aussi un peu plus compliqué pour un journaliste. Et il m'est arrivé, évidemment, d'avoir des confidences, très peu, hein, je vous le fais, bon, très peu, et de me dire, si je les balance comme ça, j'en aurai plus jamais. Donc, vous prenez un peu plus de temps, en vous disant, et c'est la moindre des choses, en vous disant, moi je cite toujours l'expérience que j'ai eue, qui était un scoop sur le départ de Jacques Chirac en 1976, où en juillet, Marie-France Garot me dit, il s'en va, c'est pas la peine, il s'en va, il a envoyé sa lettre de démission, voilà sa lettre de démission, mais il attend que Giscard dise oui ou non. Bon, je suis rentré au journal, j'ai eu la chance d'avoir des patrons qui faisaient leur boulot, et donc j'ai dit à François Giroud, voilà, j'ai vu la lettre, Chirac s'en va. Et on était le 26 juillet, et on réfléchit longuement. Et je dis quand même à Françoise, mais est-ce que je peux avoir été l'objet d'une manipulation de Marie-France Garot, qui était quand même connue pour ça. Donc, bon, nous avons attendu, nous n'avons rien dit, à tel point que pendant un mois, je me suis dit, je me suis trompé, j'ai été eu, cette lettre de démission était une fausse lettre de démission, et je suis parti en vacances, mais la mort dans l'âme, en me disant, là, je me suis fait avoir comme un bleu, heureusement qu'on n'a pas passé cette nouvelle. Et puis la nouvelle est tombée. Hein. Bon, alors c'est pour ça que c'est souvent, il faut de temps en temps, si on veut garder sa source, ne pas la trahir tout de suite. Alors ça peut être ça peut passer pour pour quelque chose de trop proche ou quelque chose de trop, mais je crois que c'est nécessaire. C'est juste le recul qu'il faut et dont je parlais tout à l'heure pour réfléchir sur la nouvelle telle qu'elle vous a été donnée. Alors peut-être que là j'ai trop attendu, j'aurais sans doute mieux fait de la publier tout de suite. Je ne sais pas du tout ce que ça aurait donné d'ailleurs, mais vous voyez, j'aurais pu aussi me ridiculiser. Bon, donc, et gouverné par les motifs, par l'affectif, vous avez tout à fait raison. Je trouve que les hommes politiques eux-mêmes, sans doute parce qu'ils précèdent ou parce qu'ils croient précéder la réaction justement des innombrables blogueurs et nouveaux acteurs de la vie publique qui vont plus vite, mais plus vite qu'ils ne devraient aller. C'est vrai que on peut pas absolument réagir sur les pitbulls le lendemain et puis après réagir sur les gitans le surlendemain. On est d'accord. Bon. Mais ça, c'est de la faute des hommes politiques. Mais la question qu'on se posait, la question que je posais à la fin, est-ce qu'ils peuvent maintenant réagir autrement ? À partir du moment où vous avez des tas de réseaux mobilisés, où vous avez vu enfin, l'avalanche de dépêches et d'interventions sur le crime, sur l'horrible chose américaine et l'horrible mort des 20 gosses. Bon, est-ce qu'on peut réagir autrement ? Oui, il faut. Voilà, il faut. Mais ça va pas, ça va être de moins en moins commode. Voilà. Ensuite, les journalistes étiquetés. Alors ça dépend, la réponse elle est différente parce que une presse d'opinion ça existe et ça doit exister, donc ça ne me gêne absolument pas que des journalistes dans une presse d'opinion soient étiquetés. Mais ce qui me paraît en revanche relativement dangereux, et je l'éprouve, ça me concerne aussi, la multiplication des tribunes entre journalistes
fait que vous êtes obligé de vous démarquer. Vous pouvez pas dire la même chose. Et ça influe sur la nuance que vous pouvez. Si vous travaillez dans la nuance, alors vous êtes incompréhensible. Donc si quelqu'un vous dit, moi ça m'arrive tous les samedis à Europe, si quelqu'un dit ah quand même Sarkozy c'était un grand bonhomme, etc., je suis obligé de dire ah mais pas tellement que ça. Bon, et voilà. Et donc c'est vrai que c'est un problème que cette espèce d'exposition, il me semble excessive, des journalistes tous les jours, tout ça, implique évidemment une prise de position souvent sans nuance. Alors il faut résister, il faut essayer d'apprécier certaines choses et de contrer certaines choses sans que votre sentimentalité ou que votre affectif soit concerné. Mais c'est vrai que ça pose un problème, sauf pour les journalistes. Moi, ça me gêne pas que le type de l'humanité dise ce qu'il pense du gouvernement actuel. En revanche, quand je vois, j'ai toujours une gêne quand les gens du Figaro s'empoignent avec les gens du Nouvel Observateur. Voilà. Ça n'est pas seulement une question qui touche aux médias, à la démocratie. C'est une question qui touche plus profondément à la civilisation que nous avons formée. Parce que c'est une question qui touche à la question de la laïcité. Moi, je me bats depuis des années, tout le monde sait ici quel est mon engagement sur ce sujet de fond, pourtant étant croyant et ne rougissant pas ou ne me dissimulant pas de l'être, parce que tout ça revient à l'idée, ces gens qui disent il faut qu'on sache où ils sont et il faut qu'on équilibre. Tout ça revient à l'idée que quelqu'un qui a un certain nombre de valeurs, des engagements personnels, il va toujours juger dans le sens de son étiquette. Comme si on exigeait pour qu'il enseigne les Lumières d'un professeur de philosophie ou de lettres ou d'histoire, qu'il soit lui-même agnostique, athée, contestataire de l'Église, qu'il souscrive lui-même au message ou au jugement qu'il porte. Or, ce que nous croyons, et ce que nous croyons dans cette maison précisément, c'est que on est libre, y compris à l'égard de son propre engagement. C'est une chose extraordinairement profonde, parce que c'est de la liberté humaine qu'il s'agit. C'est de l'émancipation à l'égard, y compris de soi-même. Moi, je prétends, j'ai enseigné 10 ans, je prétends que, croyant, j'ai enseigné Voltaire, je crois, aussi bien, en tout cas, qu'il pouvait être enseigné, et j'ai expliqué à mes élèves, à mes étudiants, ce que voulait dire écre inf, écrasons l'infâme étant l'Église, et j'ai expliqué pourquoi un homme de cette intelligence, vivacité d'esprit, élevé dans le giron de l'Église, pouvait éprouver ça à cette époque. Moi, je crois que c'est une grande revendication d'humaniste que de prétendre qu'on n'est pas prisonnier, y compris de ses propres opinions. Et que donc il faut refuser ça. En revanche, si vous voulez qu'on poursuive d'un pas encore, c'est une extraordinaire dégradation de voir, il y a des émissions et des chaînes qui ont été citées, qu'il y a un mouvement revendiqué de résumer le débat à deux positions caricaturales, vues de droite ou direct de droite ou direct de gauche. Parce que ça, c'est au fond la même
Je ne demande même pas qu'il y ait direct du centre ou coup de boule du centre. Je demande qu'on défende la liberté de l'esprit humain de pouvoir nuancer les choses. Et je suis estomaqué de voir sur France Info, c'est tous les matins, qu'il y a de débats entre droite et gauche. Alors, Mediapart et Rue 89, ou bien Libération et Le Figaro, ou bien des journalistes tout à fait estimables, mais il est de notre devoir, il devrait être du devoir du Conseil supérieur de l'audiovisuel, d'imposer que précisément on refuse de bloquer le débat à deux positions qui forcément sont réductrices et forcément caricaturales. Comme s'il n'y avait que deux légitimités en France. Et ceci est le contraire, pas seulement de la démocratie de délibération, mais de la démocratie de représentation. Et ça pose évidemment la question de nos institutions, parce que, oui, nos institutions, elles sont absolument pas démocratiques en ce qu'elles ne représentent que une partie finalement assez faible du corps électoral, y compris dans les médias. Et donc il y a dans cette question quelque chose d'extraordinairement profond et qui touche au fond à l'idée que nous nous formons de l'esprit humain et de la société dans laquelle nous vivons. Pardon de cette intervention. Masculin. Ah, là, c'est chouchou, c'est comme ça. Merci. T'as raison. Tape dessus, peut-être il marche. Voilà. Merci. Madame Cotta, vous avez dit plein de choses très très intéressantes, très vraies surtout, d'une grande acuité. C'est votre expérience. Et vous avez aussi posé une question à la salle, en fait, si j'ai bien compris. Donc, je ne vais pas vous poser de questions. Je vais vous donner une réponse. Mais c'est la mienne, bien sûr. En ce qui concerne cette peur que vous dites ressentir pour la démocratie, à cause de ce fourmillement de réactions diverses et parfois de qualité, c'est vrai, un peu douteuse, mais souvent sincères, souvent venant du cœur des gens. Je suis, moi, un peu plus rassuré parce que j'essaye de sortir de ce brouhaha en me disant que je suis devant une grosse ruche, que dans cette ruche, il y a des millions d'abeilles, que chaque abeille a son point de vue, chaque abeille fait son petit chemin, mais qu'au bout du compte, on va récolter quelque chose. Donc, j'aurai une vision beaucoup plus positive de tout ça. Pour moi, ce n'est pas du tout la réflexion individuelle qui met la démocratie en danger. Je sais très bien que à un certain moment, quelqu'un comme Marcel Dassault, qui a aussi été un peu journaliste, disait que c'était le café du commerce. Ben, je veux bien, c'est bien, le café du commerce, ça a toujours existé. Je ne pense pas que ça aille vraiment plus loin. Je pense que la véritable responsabilité, ce sont certains hommes politiques qui la portent, parce qu'ils se servent de ce brouhaha-là, en tirant des lignes de force qui ne sont pas des lignes de force de réalité, mais des lignes de force qui les intéressent et qui visent toujours à la division, toujours à monter une communauté contre une autre. Et ils vont effectivement utiliser ces systèmes de blogs, de tweets, pour pouvoir, amplifier le mouvement. Là, il y a danger. Ce n'est pas la machine qui provoque le danger, ce sont les hommes politiques qui se servent de la machine. J'insiste là-dessus parce que c'est un espace de liberté, vous l'avez dit. C'est un espace de liberté merveilleux. Ici, au Mouvement démocrate, nous discutons entre nous, dans des groupes ouverts, des fois dans des groupes privés, mais nous discutons entre nous, c'est souvent, je dirais presque hard, hein, les discussions que nous pouvons avoir sur des sujets compliqués. Mais on arrive toujours, au bout du compte, à se mettre d'accord. Et ça, c'est absolument formidable. C'est beaucoup plus positif que le risque. Donc je pense que c'est l'homme politique et par derrière lui, les réseaux qui le maintiennent et les lobbies
qui sont responsables de cette force-là. Jean-Pierre Rioux a parlé tout à l'heure toujours dans la même veine, donc de démocratie constitutionnelle, oui, excusez-moi François, de démocratie constitutionnelle et de temporalité et d'ordre du jour. Il y a des ordres du jour qui se créent naturellement dans ces médias-là, parce qu'il y a un sujet qui est donné, donc il y a un ordre du jour virtuel. En aucun cas, ça ne peut toucher la démocratie, puisque ces personnes-là n'ont aucun pouvoir de décision. Voilà, un sondage ferait en fait exactement la même chose. Donc pour moi, c'est très très positif. J'espère qu'on va continuer à se battre sur Twitter, sur Facebook, par la correction ou par l'insulte. Ça n'est pas bien grave, parce que c'est l'âme humaine qui s'exprime. C'est très sain finalement tout ça. Et puis, je n'ai pas peur de l'avenir dans ce sens-là. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Oui, c'est Leibniz. Non, féminin. Oui, bonsoir. Non, ça m'étonnerait. Bonsoir. Moi, je voudrais rebondir sur ce que vient de dire notre ami. Nous avons, vous, Madame Michèle Cotta, vous nous avez parlé brillamment, évidemment, de ce sujet, mais au sens localement, j'allais dire. Moi, je voudrais aller plus loin. Je voudrais mettre l'accent sur l'intérêt du temps numérique dans les autres, enfin, au niveau international. Et je voudrais surtout vous rappeler le rôle de ce temps numérique pour les révolutions arabes. Donc là, c'était au niveau des sociétés civiles, donc la confiscation de l'information par les sociétés civiles. D'ailleurs, temps numérique et démocratie, je mettrai un S à démocratie pour parler notamment de ces révolutions. Et je voudrais savoir quelle a été votre impression quand vous avez vu justement au niveau en tant que journaliste, au niveau international, que l'information a été confisquée par des sociétés civiles et qui ne sont même pas basées en France. Merci beaucoup. Masculin. Oui. Bonsoir. J'ai le micro, donc j'en profite. La question est la suivante. Est-ce que vous ne pensez pas que tout ce foisonnement ne peut pas conduire finalement à une plus grande transparence et un peu à l'abandon de secrets? Pour rebondir sur votre anecdote tout à l'heure, finalement, pendant un mois, il y a eu une espèce presque de délit d'initié d'un certain cercle de personnes qui, par exemple, savaient que potentiellement M. Chirac démissionnait, alors que le bas peuple, évidemment, n'était pas du tout au courant. Alors qu'avec maintenant la possibilité que chacun, parce qu'il a entendu une chose, la partage, ce type de secret n'aurait plus lieu d'être. Merci beaucoup. À toi. On voit bien que là, effectivement, c'est la version optimiste des choses qui se fait entendre, et c'est tant mieux, parce que je me suis gardé, j'ai posé des interrogations sur les dangers, mais au fond, moi, vous me rassurez plutôt en disant, après tout, que les gens parlent, c'est parfait, mais vous ne répondez pas, vous pensez que c'est des abeilles individuelles. Mais à un moment donné, il faut bien que ces abeilles individuelles soient conduites quelque part ou se conduisent quelque part. Donc la démocratie, elle est quand même délibérative. Alors dans votre club de réflexion, moi je suis tout à fait alors là pour les clubs de réflexion qui se mettent ensemble, 50 personnes qui délibèrent, et il y a une délibération. Parce que c'est très bien les abeilles, mais à un moment donné, il faut que la reine fasse du miel. Voilà, elle décide de... Donc à un moment donné, il y a... Oui. Tu dis Vas-y. La comparaison. Je ne suis pas absolument sûr que ce soit la reine qui fasse le miel, mais bon, pour le reste... Ah oui, enfin, elle incite. Je sais pas. Je reconnais qu'en matière de ruralité, je suis pas formidable. Et alors, au fond, moi, s'il y a une délibération et si les gens sont assez sensés pour dire, on pense ce qu'on pense, mais on se rallie au plus grand nombre, ça me gêne pas du tout. Le problème, c'est que je ne suis pas sûre que chacun n'ait pas une vérité individuelle qu'il refuse absolument de partager. C'est ça qui me fait peur. C'est pas la technique, effectivement, d'échange. Alors,
je répondrai à la plus grande transparence. Oui, vous avez raison. Vous avez raison. Ça aussi, c'est le meilleur aspect qu'on peut trouver à cet embrasement permanent d'Internet et à cet intérêt. Oui, si on arrive à ça, c'est parfait. Mais si on arrive à jeter un trouble définitif sur la transparence des hommes politiques, c'est eux qu'on met en cause. Donc on voit aussi comment ça peut passer du meilleur côté, c'est-à-dire chacun est quand même tenu à la transparence à partir du moment où il a une fonction, où il exerce une fonction, il exerce un rôle. Oui, à cette nuance près que ça peut devenir une mise en cause systématique. Cette transparence elle-même peut être mise en cause par n'importe quelle affirmation. Donc la transparence peut se retourner vers, au contraire, un défaut majeur de transparence. Voilà, ça fait partie aussi des craintes. Et enfin, sur le temps numérique et les révolutions arabes, alors je ne sais pas exactement, je vais vous dire ce que j'en ai pensé, hein, mais je ne suis pas sûre de répondre à votre question. Moi, je suis très, très dubitative sur la manière dont l'annonce de ces révolutions, par ailleurs tout à fait incitée par telle immolation en direct par la télévision du Qatar d'un jeune Tunisien, moi j'ai trouvé que justement, et j'en suis confortée par l'évolution actuelle, je ne suis pas sûre que la couverture immédiate de ces révolutions arabes ait été formidable. Voilà. Peut-être je vous déçois, enfin en attendant c'est ce que je pense, et je pense qu'en attendant, lorsque le problème de l'islam n'a jamais été posé dans ces premières révolutions, moi je suis choquée, parce que moi je me la suis posée en premier. Voilà. Bon, donc là je ne peux pas vous répondre, je ne trouve pas que la façon dont la révolution a été aidée tienne de la perfection. Non, je pense que chacun des protagonistes secrets y est allé de sa petite musique sans le montrer. Excusez-moi, comme c'est trop important, je oui. rebondir. En l'idée, ma question, c'est que vous n'étiez pas à cet endroit. C'était de... Attends, on va vous donner un micro parce qu'autrement, ça n'est pas enregistré. Je voulais simplement mettre l'accent sur l'importance justement du temps numérique, des blogs, de la participation de la société civile pour le déclenchement de ces révolutions. On sait tous qu'il y a eu énormément d'informations qui ont circulé avant ces révolutions, entre amis au départ, ensuite, enfin, je ne vais pas vous refaire l'histoire. Oui. Donc je veux dire, parce que c'est pour rebondir. Non, mais vous avez raison, j'ai répondu à après. J'ai répondu à ce qui s'est passé après, mais pas ce qui s'est passé avant. Et vous avez raison, de ce point de vue-là, une espérance, un fouillis révolutionnaire est sûrement positif et important. Et d'ailleurs, tous les hommes politiques en tiennent compte. Je suis d'accord avec ça. C'est après la façon... Ben oui. Ça ne marche pas partout. Exemple, la Syrie, dit Jean-Pierre Rioux. Comme je vois le temps qui, non seulement passe, mais a passé, non pas pour faire avancer davantage, simplement pour que la réflexion essaie de s'organiser encore un peu mieux. Je crois que d'abord, on aurait dû expliquer, Michel et moi et Jean-Pierre, ce que temps numérique voulait dire. Démocratie et temps numérique. Parce que je crois qu'il y avait deux significations que nous avons ardemment mélangées dans le jeu des choses. Comme nous avons mélangé encore d'autres notions. Temps numérique, il y avait deux acceptions et on ne s'en est pas aperçu en parlant. Mais ça m'a frappé au cours du débat. Temps numérique, ça veut dire que nous sommes dans un temps numérique. Le temps, l'époque dans laquelle nous sommes en époque numérique. C'est-à-dire que entre Internet et les télévisions numériques, un certain nombre de phénomènes sont intervenus. Nous sommes en époque numérique et de surcroît, le chronomètre, le temps du chronomètre, la vitesse d'expression de l'information ne cesse de s'accroître. Et le mot temps était ambigu parce qu'il avait la double signification. Donc, il importe de l'éclaircir une seconde. Deuxième éclaircissement. Je crois qu'on confond deux choses.
ou plus exactement, on ne se focalise pas sur deux choses. Il y a, dans l'époque numérique dans laquelle nous sommes, deux phénomènes qui s'exacerbent l'un l'autre. Le premier de ces phénomènes, c'est que l'émission d'information est devenue universelle. Hier, l'émission d'information était entre des mains extrêmement peu nombreuses. On citait les agences. Ça a encore une importance, les agences. Ne croyez pas que ça ne compte pour rien. Je puis vous assurer que quand vous êtes dans un courant politique qui n'a pas de médias officiels, les agences, ça vous aide beaucoup, parce que ça répercute dans la totalité des... Mais il y avait très peu d'émetteurs d'informations. Les hommes politiques l'étaient, les journalistes l'étaient. C'était une petite tribu très peu nombreuse, inégalement sympathique, mais quelquefois sympathique, et qui, au fond, connaissaient les codes les unes des autres. Aujourd'hui, tout le monde est devenu émetteur d'informations. Et c'est une libération, en effet. Ça peut être une formidable chance. Quelquefois, évidemment, la fiabilité de l'émetteur est en cause. Moins qu'on ne le croit, mais enfin, ça existe. Je ne sais pas si c'est comme avant, je ne sais pas qui a dit comme avant, mais ça existe. Il y a, mais du coup, et c'est l'affaire des révolutions arabes, des sujets, pas des citoyens, des gens qui étaient soumis à un pouvoir et qui n'avaient pas la parole, peuvent la prendre. Pas toujours, on le voit en Syrie, pas toujours, on le voit en Chine, excusez-moi de le dire au passage, il y a quand même 1 300 000 personnes qui sont contrôlées de ce point de vue-là, 300 millions de personnes qui sont contrôlées, puis en plus c'est moi qui fais cette faute, alors là c'est impardonnable, parce que je me bats toujours pour le calcul mental dans ces enceintes, et j'explique qu'1 milliard c'est 1000 millions, ce que beaucoup de gens ignorent. Et donc cette multiplication de la liberté d'émettre de l'information est un phénomène très important. Mais dans le même temps, il y a un deuxième phénomène qui exacerbe celui-là, c'est que l'information est prise dans une telle accélération perpétuelle qu'on ne peut plus fixer son attention. L'obsolescence est instantanée, quelque chose... Monterland écrivait « De tout ce qu'il y a dans les journaux, au bout de 6 mois, il reste ce qui reste d'une danse de mouches dans un rayon de soleil. » Mitterrand disait « Il n'y a rien de plus vieux que le journal de la veille. » Et maintenant, il n'y a rien de plus vieux que ce que vous avez vu 5 minutes avant. Alors c'est quelque chose de très étonnant. Michel a fait allusion au même phénomène qui, moi, me frappe depuis longtemps. Autrefois, du temps de mon enfance, dans les rues des villages, les gens attendaient que le député revienne pour leur expliquer ce qui se passait à Paris. Quelques décennies après, il y a encore 4 ou 5 ans, il descendait du train, le député, et c'était le chauffeur de taxi qui lui expliquait sur France Info ce qui se passait. Mais maintenant, c'est le rapport du FMI. Je quitte la maison. L'autre soir, j'avais une réunion du même genre dans ma circonscription, à Pau. Tu y étais. Je quitte la maison. Il y avait sur un site improbable l'intégralité d'un rapport d'une agence de notation qui analysait une partie de la situation de la France ou de l'Allemagne, je ne sais plus. Je vais à la réunion, c'était à Mazères. Il y a 4 personnes qui ont parlé de ce truc dans la réunion. Un rapport hyper pointu d'une agence de notation qui disait que l'agrégat de la création monétaire, le M3, était...
Et c'est formidable. C'est extraordinaire parce qu'il n'y a plus aucun monopole, non plus d'émission seulement, mais d'analyse de l'information. On a tous vécu ici en un temps, quelques-uns en tout cas, les plus âgés, en un temps où le bécu apportait des secrets. Et maintenant, les secrets sont à la disposition de tout le monde, quel que soit le degré de technicité du secret. Donc c'est absolument fascinant, mais cette médaille a un revers extrêmement inquiétant, c'est que l'attention ne peut plus se fixer. Et celui qui avait compris ça admirablement, c'est Nicolas Sarkozy. Il y a un chapitre de mon livre qui s'appelle « Abus de pouvoir » sur le jeu que Nicolas Sarkozy avait compris. Si tu accélères suffisamment le nombre des événements que tu crées, plus personne ne peut te mettre dans le viseur et te choper au passage. Parce que tu as déjà créé 4 événements depuis le moment où tu as fait un discours impossible sur l'homme africain, ou un discours impossible sur la laïcité au Latran, ou je ne sais plus quoi. Tu vas tellement vite. Il avait compris, ce qui est un mérite important, théoriser et appliquer. Ce qui fait qu'il a échappé au viseur pendant longtemps, jusqu'au jour où. Et donc, mais c'est très important. Et c'est très intéressant, parce que, par exemple, avec François Hollande, on voit que, disons, c'est inégalement maîtrisé, cette affaire. Et ça veut dire une chose qui, en tout cas pour moi, avant d'avoir les dernières questions de vous et la réponse de Michel et peut-être de Jean-Pierre, c'est pour moi la leçon de toutes ces choses. Au fond, c'est tout à fait nouveau et ça exigerait les vertus les plus anciennes qu'un homme politique en démocratie devrait avoir. La capacité de mettre de l'ordre dans la pensée, la capacité de tracer des lignes, la capacité de dire à ceux qu'ils représentent où ils en sont et où ils vont, et de le répéter assez souvent. Je rappelle que c'est la pédagogie, ça. Enseigner, c'est répéter souvent, de le répéter assez souvent pour que nul ne l'oublie. Et ce qui me frappe dans la période que nous sommes en train de vivre, c'est au contraire l'incapacité où l'on est à fixer les esprits, ce qui est, à mon sens, une faiblesse du moment que nous sommes en train de traverser. À vous pour les dernières questions. On en était à masculin. Alors, féminin. Oui, de ce côté. Voilà, tu vas te faire engueuler. Féminin. Non, mais vous allez avoir la parole. Madame, vous vouliez la parole? Non, c'est pas vous qui vouliez? J'ai vu une main féminine là-dedans. Pas beaucoup plus tard, ce sont les 3 dernières questions. Et la presse écrite dans tout ça. Michel Cotta, que pensez-vous de l'avenir des magazines, où il y a des réflexions, où les journalistes prennent un peu de recul? À la vitesse où ça va, j'ai l'impression que ça ne va pas être très facile dans les années qui viennent. Masculin, alors le monsieur qui... Bonsoir, David Bouchard. Donc, Michel Cotta, vous nous avez démontré que vous étiez une femme de télévision, que vous avez compté beaucoup pour la télévision et que, en fait, vous avez expliqué au début que Internet, en fait, c'était le début, le tâtonnement, qu'on ne savait pas encore exactement ce que Internet allait donner dans les années qui viennent. En fait, on est au tout début d'Internet. On est au tout début des réseaux sociaux. Et vous nous avez dit, excusez-moi, je tremble un petit peu, vous nous avez dit que, en fait, ce qui avait précédé les réseaux sociaux, c'était la télé-réalité. C'était ce qui avait permis, enfin, ce qui avait
précédé ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire le virtuel. Et Monsieur François Bayrou, vous nous avez dit au début de votre intervention, d'ailleurs ça m'a un petit peu surpris que vous commenciez par parler de la saga UMP. On a soupé pendant 5 semaines et on va peut-être en continuant à en souper. Et PS pareil. Donc en fait je voudrais vous poser une question par rapport à finalement quelle est la place du centre aujourd'hui dans les médias? Quelle est la place du mouvement démocrate? Le mouvement démocrate, c'est pluraliste? Non, c'est pas. J'entends quelque chose derrière. Je pense pas que ça soit hors sujet. Et on n'arrête pas en fait d'entendre PS, UMP sans arrêt. Et en fait, alors la petite réflexion que je voulais faire à la salle, c'est que ce week-end, il s'est passé quelque chose au MoDem. Il y a eu un conseil national. On n'en a absolument pas entendu parler. C'est de ma faute. Non, mais c'est pas par rapport à... Donc, en fait, je voulais connaître un petit peu quelle est la place du centre, quelle doit être la place du centre dans les médias. Voilà. Merci beaucoup. Dernière question, féminine. Dommage. Oui, c'est à vous. Moi, je voudrais revenir sur l'idée de hiérarchisation des informations, parce que je pense en effet que dans les médias audiovisuels notamment, la hiérarchisation est tout de même sujette à, on va dire, à interrogation pour la plupart des gens. Et je me demandais si justement l'explosion des blogs ne proviendrait-elle pas aussi de ce fait que les gens se sentent de plus en plus exclus de cette caricature d'information, de cette simplification en permanence, qui fait qu'on n'a même plus envie d'écouter la télévision. Même, alors parfois, c'est vrai, il y a des exceptions, des journalistes un peu plus doués que d'autres, qui posent des questions parfois plus intelligentes que d'autres, avec plus de nuances. Moi, c'est la nuance qui m'intéresse, et c'est vrai qu'on a l'impression qu'ils refusent presque la nuance, parce qu'elle est sujette à réflexion, et non pas à catégorisation. Et la catégorisation est souvent plus facile on va dire, à faire rentrer dans les têtes. Sauf que c'est pas, je pense, le plus intéressant pour la plupart des gens et également pour notre avenir. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Merci beaucoup. Réponse de Michel Cotta. Il y en a une auquel c'est toi qui dois répondre. Mais, alors, je suis très sensible à la question sur l'avenir de la presse écrite. D'abord parce que je viens de la presse écrite, que j'aime la presse écrite, et que j'ai beaucoup de réticence à l'égard des télévisions, de la télévision en général, du média télévision. Enfin bon, c'est un autre sujet. Alors, vous direz que je suis pessimiste ce soir, mais vous m'avez plutôt encouragé. Bon. Moi, ma crainte, ce soit que la presse écrite est quand même la base, pour le moment, la presse écrite et la télévision, le classique, sont la base de toutes les informations. C'est par ça que passent les grands reportages, c'est par ça qu'on est instruit sur ce qui se passe dans tel ou tel. Et moi, j'ai peur que l'obsolescence de la presse écrite, on voit très bien quand même que le déclin de la presse écrite a vraiment commencé gravement, n'aboutisse finalement à ce qu'on n'ait pas ce corps d'information important. Alors après, il s'agit de hiérarchiser bien ou non. Mais si on l'a plus du tout, je suis très inquiète, et notamment si l'ensemble de la presse écrite disparaissait progressivement, je ne veux pas dire d'un coup. Moi, je pense que là, vraiment, ce serait quelque chose de grave, parce qu'alors, on n'aurait plus de base sur laquelle disserter. On peut être pour, on peut être contre, mais bon. Voilà, donc je suis très sensible à l'avenir de la presse écrite, et je me fais beaucoup de soucis, parce que moi-même, pour lire la presse écrite, je suis passé pour des tablettes. Je suis passé sur des tablettes parce que mon kiosquier n'est jamais ouvert, que je trouve jamais le journal, que quand j'ai un abonnement, il n'est pas distribué, etc. Donc il y a un vrai gros problème de la presse écrite qui m'inquiète beaucoup, mais enfin, pas dans l'immédiat, mais qui m'inquiète à terme. Alors, la question sur la hiérarchisation de l'information, vous avez raison. C'est vrai que quand je dis que mais j'ai des réserves vis-à-vis du média télévision, c'est ça que je veux dire. C'est vrai que je trouve que la nuance est très difficile à faire passer. Il faut affirmer des choses, des bonnes grosses choses comme ça,
et puis le type à côté vous dit des bonnes grosses choses en sens inverse, mais si vous dites oui mais c'est pas exactement comme ça, les gens décrochent. Bon, c'est vraiment le problème numéro 1 de la télévision. C'est pour ça que je crois qu'il y a une vraie que je tiens à la complémentarité entre la télévision et les médias et la presse écrite, parce qu'au moins la presse écrite, donc on se pose, on regarde, on a le temps de relire le papier et on a le temps de faire des nuances. Mais je me rappelle ce que disait, vous voyez, quand l'Express s'est mis à faire des papiers très courts à un moment donné, et des papiers très courts, et évidemment, on nous a dit, ah ben ça, une idée, pas deux. Une idée. Et du coup, après, ou alors on arrivait à renverser l'idée à la fin, vous voyez, à dire peut-être que ça pourrait être autrement, mais du coup, ça devient incompréhensible. Donc, c'est vrai qu'on s'est remis à faire des papiers un peu plus longs pour avoir au moins 2 idées dans le même papier. Et c'est pas dit que les gens... Donc, je suis tout à fait d'accord avec votre interrogation. Quant à la place du centre, au fond, pas politique, mais sur les médias, ça relève un peu de ça. Ça relève un peu de ça. C'est qu'effectivement, quand vous dites cette idée est très bonne, mais il faudrait peut-être y ajouter tel correctif et tout ça, les gens laissaient tomber la deuxième. Or, je vois bien que le centre n'existe que s'il met en cause justement et certaines affirmations de la droite et certaines affirmations de la gauche, sinon il n'existerait pas. Et je trouve qu'évidemment, les médias... Non, mais il n'existerait pas. Bon, d'accord. Enfin, bon, c'est mon idée, je la partage. Bon, et donc, oui, je pense aussi que cette simplification des médias joue contre le centre. Oui, absolument. Non, c'est pas vrai. Je me fais jamais. Non, franchement, je trouve que... Bon. Oui, mais bon, je résiste. C'est pas... Non, au fond, on a abordé cette affaire-là. On a parlé de passion, ce sont des médias passionnels. On a parlé d'accélération, ce sont des médias dans lesquels on n'a plus le temps de traiter, on ne prend plus le temps. À mon avis, ça va changer, hein, mais... Aujourd'hui, c'est comme ça. On ne prend plus le temps de traiter les choses. Et ce sont des médias d'absolue simplification. Il n'y a plus que 2 opinions, un pour, un contre, un droite contre gauche. Et simplement, tout ça, ça ne va pas permettre à la société d'avancer. Il va y avoir une très grande insatisfaction à l'égard de ces choses. Je suis persuadé que ce que vous avez dit, si on était en direct devant 10 millions de personnes, il y aurait, vous avez dit, moi, c'est la nuance qui m'intéresse. Je veux plus qu'on m'enferme dans des positions aussi étroites et, en fait, stupides, fausses, par définition. N'est-ce pas, l'histoire de l'intelligence de l'Occident, en tout cas, sur les 6 derniers siècles, c'est précisément qu'on voulait avoir de la nuance. On voulait plus obéir à une pensée préformée, et on voulait, au contraire, que des pensées se forment. Et les gens qui ont fait les grandes révolutions, Pascal par exemple, qu'est-ce qu'il a dit Pascal? Il a dit, attention, vous ne pouvez pas accepter qu'il y ait une seule vérité révélée, parce que selon l'ordre dans lequel vous êtes, la vérité n'est pas la même. La vérité scientifique n'est pas du même ordre que la vérité religieuse, n'est pas du même ordre que la vérité politique. Votre liberté, votre émancipation, c'est que personne ne peut vous obliger à être sous une seule autorité. Ça s'appelle la distinction des ordres. C'est la chose la plus géniale qui ait jamais été écrite. C'est la naissance de la démocratie contemporaine et de la laïcité et toutes ces choses de la part d'un cerveau qui était fait un peu plus structuré qu'un certain nombre de ceux que nous avons évoqués là. Et donc, je crois que ça va finir. Mais c'est tout ça qui pousse à cette antagonisation. Et c'est vrai que de ce point de vue-là, les signes sont mauvais. J'ai été stupéfait, je vais vous dire, ces dernières heures, hein, j'ai été stupéfait par l'affaire Depardieu. D'abord par l'abondance des commentaires et par le fait que toute la gauche était contre et toute la droite était pour. Et c'est la première fois dans ma vie que je vois la droite prendre une position aussi ouvertement antipatriotique.
c'est moi, je suis du bord du pognon. Je suis du bord du fric. Jamais ça s'est produit jusqu'à ce jour. Et alors, c'était très intéressant, vous avez évoqué le Conseil national, je bats ma coulpe parce que c'est moi qui n'ai pas voulu faire pour une fois de conférence de presse. Parce que je trouvais qu'on avait des sujets à discuter qui étaient précisément des sujets profonds. Alors je vais faire un compte-rendu que je vais mettre sur Internet, je vais en parler. J'en ai parlé à un journaliste cet après-midi, un agencier justement. Donc il y aura des petits échos, mais ça mérite en effet qu'on en parle. Mais je n'ai pas voulu entrer dans ce jeu-là. Mais Rochefort a expliqué au Conseil national quelque chose d'extrêmement juste. Parce qu'on avait tout le débat sur UDI, et il a expliqué quelque chose d'extrêmement juste. Il dit c'est la première fois depuis 50 ans qu'un électorat particulier, original, est né au centre. Il dit l'électorat MoDem, dans les sondages, ne ressemble pas aux autres. Eh bien, j'avais à l'instant sous les yeux le sondage Depardieu, qui vient d'être fait par Louis Harris, qui était sur mon écran juste avant que je ne descende. Et alors c'est très intéressant, parce que en effet, Depardieu, condamné par 80% de la gauche, et 15% le comprennent. Depardieu approuvé, c'est ça qui me rend triste, par 80% de la droite, et 11% sont contre lui. Et le seul électorat singulier, c'est le nôtre, qui est à 48 comprenant plutôt et 47 ne comprenant pas. C'est la première fois, très intéressant, parce que l'UDI est absolument à l'unité près sur les positions de l'UMP. Et Rochefort citait ça sur 3 ou 4 grands sujets économiques et sociaux. Il n'y a pas de différence entre les deux électorats. Et je le vérifiais ce soir encore. Et cette singularité-là de ceux qui précisément veulent de la nuance, de la compréhension, pas être d'un côté et pas être de l'autre, pas être dans la caricature, exigeant que la démocratie sorte autre chose que de l'agressivité d'un bord contre l'autre. C'est vrai que, en l'instant précis, on a l'impression que tout se radicalise sur le mariage gay, sur l'euthanasie, sur tout ça, et d'être dans le camp de ceux qui disent la société et les êtres humains ont à élaborer une vérité qui soit plus compréhensive, plus ouverte, plus empathique que ce qu'on a tous les jours, eh ben c'est une grande chance, et c'est la chance que vous avez. Merci à Michel Cotta d'être venu ce soir. Commentaires sur le site du Figaro. Oui, oh pardon. Les autres séances. Ah, les autres séances. Nous avons un rendez-vous, je ne vous dirai pas avec qui, mais notez bien les 2 prochaines séances, le 15 janvier et le 30 janvier. Il y en aura d'autres.